Chaque année dans le monde, des millions d'hectares de forêts disparaissent. Et le paradoxe, c'est que la majeure partie de ce bois ne devient jamais planche. Il se fissure, pourrit, se brise, finit au rebut. Mais si je vous disais qu'il existe un matériau plus résistant que le bois massif, créé littéralement à partir de ces débris, et capable de supporter le poids d'une voiture? Cela ressemble à du chaos, mais à l'intérieur règne une logique d'ingénierie implacable. Pourquoi ce matériau soutient-il des maisons, défie-t-il l'humidité et révolutionne-t-il toute l'industrie de la construction? Et surtout, quel secret critique cache sa fabrication, dont presque personne ne parle? Restez avec nous jusqu'au bout. Vous découvrirez ce qui changera à jamais votre vision du bois. Commençons par les bases. Pourquoi inventer quoi que ce soit quand on a du bois normal? Le problème, c'est que le bois naturel est un matériau capricieux. Il se dilate et se contracte selon l'humidité. Il se fissure en séchant. Il pourrit au contact de l'eau. Il contient des nœuds, qui sont autant de points faibles. Les fibres vont dans une seule direction, ce qui rend la planche solide dans le sens du fil, mais facile à casser en travers. Et puis, il faut bien 70 à 100 ans pour faire pousser un grand arbre, l'abattre, le sécher, le débiter. Tout cela prend du temps et coûte cher. D'où cette idée. Et si l'on prenait de petits morceaux de bois, qu'on les disposait d'une manière particulière et qu'on les collait sous pression et à température élevée? On obtient un matériau sans les défauts du bois naturel, mais avec tous ses avantages. Qui plus est, on peut utiliser les déchets de scierie, les essences à croissance rapide, voire les branches et le bois de faible diamètre qu'on brûlait autrefois ou laissait pourrir en forêt. Le panneau de lamelles orienté, c'est l'une des inventions les plus remarquables dans la transformation du bois. Visuellement, il évoque le chaos. Des milliers de longs copeaux minces dispersés dans toutes les directions et collés ensemble. Mais ce chaos est soigneusement organisé. Les copeaux sont disposés par couches, et dans chaque couche, ils sont orientés dans une direction précise. Les couches extérieures présentent des copeaux qui suivent le sens longitudinal du panneau. Les couches intermédiaires vont en travers. C'est comme la fibre naturelle du bois, mais dans toutes les directions à la fois. La fabrication de ces panneaux commence avec des grumes, des troncs d'arbres, généralement des essences à croissance rapide, comme le pin ou le peuplier. Les grumes sont écorcées, puis acheminées vers des machines spéciales appelées stranders. Ces machines rabotent littéralement le bois, en longs copeaux fins de 7 à 15 cm de long, environ 2,5 cm de large et moins d'1 mm d'épaisseur. On obtient ainsi de longues lamelles qui ressemblent à de grands flocons de céréales. Les copeaux frais contiennent beaucoup d'humidité, jusqu'à 50% d'eau en poids. Ils ne conviennent pas pour le collage, c'est pourquoi ils sont envoyés dans un séchoir, un immense tambour ou un convoyeur, où les copeaux sont soufflés à l'air chaud. L'humidité descend à 2,5%. Il est important de ne pas trop sécher, car des copeaux trop secs deviennent cassants et se collent mal. Vient ensuite le mélange avec la colle. On utilise des résines synthétiques spéciales, le plus souvent phénolformaldéhyde ou mélamine formaldéhyde. Cela peut sembler inquiétant, mais après polymérisation, ces substances deviennent inertes et sans danger. La résine représente environ 3 à 5% du poids des copeaux. La colle est pulvérisée sur les copeaux en fine brume dans d'immenses malaxeurs, où tout est intensément brassé pour que chaque copeau soit recouvert d'une couche uniforme. Vient maintenant le moment le plus intéressant, la formation du tapis. Les copeaux encollés sont acheminés sur un convoyeur à travers des orienteurs spéciaux, des dispositifs qui alignent les copeaux dans la direction souhaitée. D'abord, on dispose la couche inférieure avec les copeaux dans le sens de la longueur,
puis la couche centrale avec les copeaux transversaux, puis la couche supérieure à nouveau dans le sens de la longueur. On obtient un tapis moelleux d'environ 20 cm d'épaisseur, qui ne ressemble pas encore du tout à un panneau dense. Ce tapis passe ensuite dans une pré-presse, qui le comprime légèrement et évacue l'air excédentaire. Et puis vient l'événement principal, la presse à chaud. C'est une machine colossale, dotée de 2 plateaux métalliques. Le tapis passe entre ces plaques et on le comprime avec une force colossale. Sous cette pression et cette température, une transformation s'opère. L'épaisseur diminue de 5 à 6 fois. Les copeaux se compressent si étroitement qu'il ne reste presque plus d'air entre eux. La colle se ramollit, s'infiltre dans toutes les fissures, enrobe chaque copeau. Et surtout, une réaction chimique de polymérisation commence. Les molécules de résine se lient en longues chaînes, créant de solides liaisons entre les copeaux. Tout le processus de pressage prend de 3 à 5 minutes. Pendant ce temps, la température à l'intérieur du panneau atteint environ 300 degrés. La colle polymérise complètement et les copeaux se soudent définitivement en une structure monolithique. Lorsque la presse s'ouvre, il en sort un panneau brûlant. Mais ce n'est pas terminé. Le panneau brûlant doit être refroidi, sinon il risque de se déformer. On l'empile pendant plusieurs heures ou on le soumet à un flux d'air dans des refroidisseurs spéciaux. Ensuite, on découpe les bords, toujours irréguliers. On ponce la surface si nécessaire et on débite en panneau standard que vous trouvez en magasin. Quel est le résultat? Un panneau qui n'a pas de sens du fil, car les copeaux sont orientés dans toutes les directions. Il est aussi résistant dans la longueur que dans la largeur. Il ne se fissure pas et ne se délamine pas comme une planche ordinaire. Il ne se voile pas à l'humidité, car les tensions internes sont réparties uniformément. Et tout cela en valorisant des bois de faible diamètre et des déchets qui n'auraient jamais donné une planche de qualité. Une dalle de 2 cm d'épaisseur peut supporter une charge de près de 10 000 kg par mètre carré sans fléchir. Cela signifie qu'on pourrait y garer une voiture et elle tiendrait bon. C'est précisément pour cette raison que ces dalles servent au revêtement des maisons à ossature, des planchers, des toitures. Elles maintiennent toute la structure. Passons maintenant au contreplaqué, la grande sœur des bois composites. La technologie du contreplaqué existe depuis plus d'un siècle, mais elle ne cesse d'évoluer. Le principe fondamental, de fines feuilles de bois, des plaquages, sont collées de manière à ce que les fibres de chaque couche successive soient perpendiculaires à la précédente. La fabrication du contreplaqué commence par des grumes de haute qualité, bouleau, pin, aulne. Les grumes sont nettoyées, puis étuvées dans l'eau chaude ou à la vapeur pendant plusieurs heures. Cette opération assouplit le bois et le rend malléable. Ensuite, la bille est placée sur une machine spéciale, une dérouleuse, qui fait tourner le tronc, tandis qu'un couteau découpe une feuille continue de plaquage d'1 à 3 mm d'épaisseur. Cette bande est découpée en feuilles de la taille souhaitée, puis séchée dans des séchoirs spéciaux à une température d'environ 300 degrés pendant quelques minutes, jusqu'à ce que l'humidité descende à 6-8%. Les feuilles de plaquage sont ensuite triées selon leur qualité. Les meilleures, sans nœuds ni fissures, sont destinées aux couches extérieures, où elles seront visibles. Les moins bonnes, présentant de légers défauts, serviront aux couches intérieures. Chaque feuille est enduite de colle, généralement une résine urée-formaldéhyde pour les travaux d'intérieur, ou phénol-formaldéhyde pour le contreplaqué résistant à l'humidité. Les feuilles sont empilées les unes sur les autres, perpendiculairement. Si les fibres de la première feuille sont verticales, celles de la deuxième seront horizontales, puis à nouveau verticales pour la troisième. Le contreplaqué compte généralement 5, 7 ou 9 couches, toujours un nombre impair, afin que la structure soit symétrique et ne se déforme pas. Et ensuite,
Tout se passe comme pour le panneau. Chaque année dans le monde, seules quelques pièces naissent, capables de résister à plus de 7000 tonnes de pression. Mais l'une d'elles a établi un record qui semblait impossible, même pour les ingénieurs. Imaginez un anneau dont le diamètre dépasse 2 fois celui de buts de football, un bloc d'acier massif sans la moindre soudure. Comment est-ce seulement possible? Et pourquoi la sécurité de millions de personnes dépend-elle de cette pièce? Restez avec nous. Nous levons le voile sur un mystère que l'industrie du forgeage lourd gardait jalousement depuis des années. Pour comprendre l'échelle, imaginez un terrain de football. La longueur de ses buts dépasse 7 mètres. Le diamètre de cet anneau est plus de 2 fois supérieur. À l'intérieur, des immeubles de plusieurs étages, où un avion pourrait te tenir sans problème. Et tout cela dans une pièce d'acier inoxydable, sans la moindre soudure. Auparavant, de telles dimensions s'obtenaient en soudant plusieurs grands segments pour former un anneau. Le résultat était esthétique, mais au niveau des soudures longitudinales se cachait toujours un risque. La moindre micro-fissure, la moindre erreur du soudeur, et lors d'un tremblement de terre ou sous des charges prolongées, c'est précisément cette soudure qui pouvait devenir le point faible. Les métallurgistes chinois ont choisi une autre voie. Ne pas coller, mais faire croître l'anneau à partir d'une seule pièce. Ils ont utilisé une technologie qu'ils ont appelée forgage additif. Le principe est le suivant. Au lieu de chercher d'emblée à étirer un lingot jusqu'à la taille requise, on le forge par couches successives, en ajoutant progressivement de la matière et en déployant le métal sous forme d'anneaux géants. C'est un peu comme quand on étale une pâte et qu'on la plie en rouleau plusieurs fois pour qu'elle devienne à la fois épaisse, uniforme et sans bulle d'air. Sauf qu'ici, à la place de la pâte, on a de l'acier inoxydable chauffé à blanc et des presses de plusieurs milliers de tonnes. On commence par faire fondre un acier de très haute qualité, additionné de nickel, de chrome et de molybdène. Ces additifs garantissent la résistance, la plasticité et la tenue à la corrosion, même en milieu radioactif et à haute température. Le lingot obtenu ressemble à un énorme fût métallique. On le chauffe dans des fours dont la température est plusieurs fois supérieure à celle d'un four de cuisine. Puis, on le transfère sous les presses. La pièce est d'abord aplatie, puis percée, puis roulée en cercle, en la retournant et en la martelant à chaque passage pour obtenir une structure aussi homogène que possible. La technique du forgage par ajout consiste à construire en permanence le métal dans la direction voulue tout en le compactant, en chassant les cavités et les défauts. À chaque passage sous les presses, l'anneau gagne en diamètre, mais ses parois conservent l'épaisseur requise, tandis que la structure granulaire de l'acier s'uniformise. Les ingénieurs surveillent en permanence la température, la compression, la vitesse de déformation. Si le métal refroidit trop, il devient cassant et risque de se fissurer. S'il surchauffe, la structure flotte et l'acier perd sa résistance. C'est pourquoi toute l'opération se conduit comme une recette complexe. Étapes précises, temps de maintien, contrôle à chaque stade. Au final, nous obtenons un anneau monobloc, sans la moindre soudure. C'est crucial pour un réacteur nucléaire. La bride de support fonctionne comme une ceinture, qui maintient ensemble les parois de la cuve et tout son équipement interne. Le cœur actif, les échangeurs de chaleur, les structures intérieures. Elle supporte non seulement un poids de 7000 tonnes, mais aussi les déformations thermiques, les vibrations, d'éventuels chocs sismiques.
Si l'on imagine le réacteur comme une immense marmite sous pression, cette virole en est la ceinture, qui ne doit céder d'aucun micron. L'absence de soudure réduit considérablement le risque de fissuration sous charge cyclique et rend la structure plus résistante au séisme. Bien entendu, après le forgeage, l'histoire ne s'arrête pas là. La virole subit un traitement thermique. On la chauffe, puis on la refroidit selon un protocole précis, afin de figer les propriétés requises de l'acier, limite d'élasticité, résilience, résistance au fluage à haute température. Viennent ensuite d'innombrables vérifications, contrôle par ultrasons pour déceler les défauts cachés, essais mécaniques sur des échantillons prélevés dans les surépaisseurs d'usinage, mesure de dureté sur tout le périmètre. Et ce n'est que lorsque les ingénieurs ont la certitude que le métal se comporte de manière homogène en tout point de la virole, que celle-ci est autorisée à intégrer l'îlot nucléaire. Le plus fascinant, c'est que cette percée avec cet anneau record n'est pas restée confinée au club fermé de l'atome. La même idée de forgeage intégral d'anneaux géants a commencé à se propager vers d'autres domaines. Les turbines hydrauliques des grandes centrales hydroélectriques comportent d'immenses éléments annulaires qui maintiennent les rousses mobiles et les distributeurs. Les tours d'éoliennes nécessitent des brides puissantes qui transmettent les charges des pales à travers la nacelle jusqu'à la colonne d'acier. Moins ces assemblages comportent de soudure, mieux ils supportent les vibrations et les régimes de fonctionnement complexes. La technologie de forgeage additif permet de réaliser pour eux des anneaux monoblocs de grand diamètre, qui durent plus longtemps et offrent une meilleure fiabilité. Les presses de forgeage libre les plus puissantes au monde, notamment chez l'entreprise chinoise China Airzong, atteignent 80 000 tonnes d'effort et permettent de déformer des lingots de masse allant de quelques dizaines à plus de 250 tonnes, ouvrant ainsi la possibilité de forger des anneaux de cette envergure. À l'échelle mondiale, ces pièces forgées de grandes dimensions pour le secteur énergétique sont fournies par un cercle restreint de producteurs. Des entreprises au Japon, en Chine, en France et en Russie, chacune disposant de ses propres lignes, dédiées aux grands réacteurs, générateurs et rotors de turbines. La demande d'anneaux sans soudure ne cesse de croître, et pas seulement dans le nucléaire. Le marché des brides forgées pour éoliennes était évalué à environ 1,5 milliard de dollars américains en 2023 et pourrait atteindre près de 3 milliards de dollars d'ici 2032 selon les prévisions, dont une part significative revient précisément aux pièces forgées annulaires sans soudure. Les éoliennes offshore nécessitent d'immenses brides et anneaux capables de résister à de fortes charges éoliennes, à l'eau salée et à la fatigue cyclique. Et c'est là que les anneaux sans soudure l'emportent nettement sur les structures soudées, grâce à un risque bien moindre de fissuration et de déformation. Des anneaux similaires sont utilisés dans l'hydroélectricité, cerclage de turbines hydrauliques, appareils directeurs, brides massives de conduite haute pression. Partout où la rupture d'une soudure peut devenir catastrophique, les fabricants optent pour de grandes pièces forgées monoblocs. L'histoire de cet anneau chinois, de plus de 15 mètres de diamètre, n'est que la partie émergée de l'iceberg d'une industrie entière, celle des pièces forgées lourdes. Elle illustre les dimensions qu'a déjà atteintes la technique moderne de forge. Diamètre supérieur à 15 mètres, masse de 150 tonnes et plus, charge de calcul de plusieurs milliers de tonnes et durée de vie de plusieurs dizaines d'années sans remplacement. Et les statistiques du marché des pièces forgées pour l'énergie et des brides éoliennes laissent entendre que ces anneaux records seront de plus en plus nombreux chaque année dans les secteurs nucléaires, hydroélectriques et éoliens. Chaque année, plus de 2 milliards de tonnes de béton armé sont coulées dans des bâtiments à travers le monde.
Imaginez des ponts entiers qui s'effondrent parce que l'acier à l'intérieur rouille comme une voiture abandonnée sous la pluie. En Chine, plus de 500 000 ponts font face à cet ennemi silencieux, la corrosion. Si vous placiez tous les barres d'armature rouillées bout à bout, elles feraient 3 fois le tour de l'équateur. Comment un matériau transparent utilisé pour les planches de surf se transforme-t-il en colonne vertébrale des gratte-ciel? Comment la fibre de verre remplace-t-elle l'acier qui a dominé la construction pendant 150 ans? Restez jusqu'à la fin. Vous découvrirez pourquoi les armatures en fibre de verre sont plus résistantes que l'acier, tout en pesant 75% de moins, et comment la Chine construit des infrastructures protégées contre la rouille qui dureront 300 ans. L'histoire commence dans le Jiangsu, dans une usine qui s'étend sur 40 hectares, l'équivalent de 56 terrains de football. D'immenses machines de 12 mètres de haut dominent l'espace, semblables aux tours d'une ville futuriste. Imaginez des bâtiments qui produisent les matériaux pour d'autres bâtiments. L'air vibre du bourdonnement constant de milliers de bobines qui tournent simultanément. Les fibres de verre sortent des fours à une température de 1600 degrés Celsius, plus chaud que la lave volcanique. Avec un sifflement aigu qui fend l'air, des fils plus fins qu'un cheveu humain se déroulent à une vitesse de 3000 mètres par minute. En produisant suffisamment de fibres chaque heure pour faire 2 fois le tour de la Terre. Ce n'est que le début. Ces fils invisibles se transformeront en une structure qui soutient des villes entières. Vient ensuite le bain de résine. D'énormes réservoirs de 15 mètres de long contiennent de la résine époxy, ce liquide doré qui s'écoule comme du miel épais. Les fibres de verre traversent ces réservoirs, créant des cascades brillantes qui reflètent les lumières industrielles, telles des rivières d'or en fusion. Le processus dégage un arôme chimique caractéristique, tandis que la résine adhère à chaque fibre microscopique. À température ambiante de 23 degrés, la viscosité est parfaite, ni trop fluide, ni trop épaisse. Des capteurs contrôlent chaque millimètre de revêtement avec une précision au micron près. Chaque seconde, 50 kg de résine sont consommés, enrobant les fibres. Cette quantité de matériaux suffit pour créer 1500 mètres de tiges finies. Avec un grondement sourd, les pompes maintiennent un flux constant, alimentant la transformation de fils fragiles en tiges incassables. Ensuite, les machines de tressage entrent en action. Des centaines de bobines tournent dans des motifs hypnotiques, comme un balai mécanique d'une précision millimétrique. Les fibres imprégnées de résine s'entrelacent, formant des structures en spirale qui maximisent la résistance. Imaginez des tisserands robotiques, créant des muscles de verre. Le bruit est assourdissant. Un chœur de moteur synchronisé qui résonne dans la poitrine. Chaque machine produit un grondement continu, tandis que les bobines effectuent 3000 rotations par minute. Des nuages de vapeur s'élèvent lorsque les fibres humides passent à travers les rouleaux de compression, traitant suffisamment de matériaux par équipe pour construire 2 ponts complets. La tension appliquée est exactement de 85 kg par fibre, trop peu, et la barre sera faible, trop, et les fibres se rompront. La précision ici détermine si le bâtiment résistera à un tremblement de terre. Vient ensuite le four de durcissement, le cœur du processus. Les tiges pénètrent dans des tunnels de 25 mètres baignés de lumière infrarouge. À 180 degrés Celsius, les molécules de résine s'entrelacent chimiquement avec les fibres de verre. Ce processus, comparable à la cuisson du pain, mais au niveau moléculaire, forge cette résistance légendaire. Les tiges avancent lentement, restant exactement 12 minutes à l'intérieur du four. Des capteurs laser mesurent la température en 200 points différents chaque seconde. Si une section dévie de plus de 3 degrés, les alarmes retentissent immédiatement. Cette étape est critique car elle détermine si la tige durera 5 ans
ou 500 ans. La polymérisation doit être parfaite. Chaque molécule de résine se lie à ses voisines dans un réseau tridimensionnel incassable. Imaginez ceci, des millions de chaînes moléculaires forment une armure invisible qui ne rouillera jamais. Après le durcissement, vient le système d'étirage. Des rouleaux géants de 3 mètres de diamètre, comme des roues de train, tirent les barres avec une force contrôlée de précisément 2000 kg. Le grincement rythmique des rouleaux marque le pouls de la production. À une température de 90 degrés, les barres sont encore malléables, mais possèdent déjà leur structure moléculaire définitive. Les rouleaux impriment des textures de surface, des crêtes et des sillons qui permettent au béton d'adhérer parfaitement. Sans ces marques, les barres glisseraient dans le béton, comme des baguettes dans du beurre. Les barres sortent chaudes mais solides, refroidissant progressivement à l'air libre. Chaque minute, 40 mètres de barres finies sortent du système. C'est un ballet industriel, où physique et chimie dansent en synchronisation. La moindre erreur et des mois de travaux de construction peuvent être perdus lorsque la structure cède. Vient ensuite la découpe de précision. Des scies diamantés industriels, tournant à 5000 tours par minute, coupent les barres continues en longueurs exactes. Le bruit est perçant, comme 1000 cristaux qui se brisent simultanément. Des étincelles oranges jaillissent en arcs lumineux lorsque le diamant mord le composite en fibre de verre. Cette étape est critique, car chaque barre doit mesurer exactement 6 mètres. Pas un centimètre de plus, pas un de moins, pour s'intégrer parfaitement dans les coffrages de construction. Des capteurs laser vérifient chaque coupe avec une précision au dixième de millimètre. À une cadence de 20 coupes par minute, il n'y a aucune place pour l'erreur humaine. Imaginez cela, des robots qui coupent avec une précision chirurgicale à l'échelle industrielle. Les barres tombent sur des convoyeurs souples, s'organisant automatiquement en paquets de 50 unités. Chaque paquet représente l'armature pour 3 étages d'un bâtiment résidentiel. Après la découpe, vient le contrôle qualité finale. Chaque tige passe dans des machines de test qui appliquent jusqu'à 12 tonnes de force de traction, l'équivalent du poids de 2 éléphants d'Afrique adultes tirant dans des directions opposées. Les véritables tiges en fibre de verre ne fléchissent même pas sous cette pression extrême. Des caméras haute vitesse capturent 1000 images par seconde, détectant la moindre imperfection microscopique en surface. Des rayons X pénètrent le matériau, vérifiant la répartition uniforme des fibres, comme des radiographies médicales, mais pour les matériaux de construction. À température ambiante de 20 degrés, les propriétés doivent être parfaites. Cette étape est critique, car une seule tige défectueuse dans un pont peut provoquer un effondrement catastrophique. Celles qui échouent sont rejetées, moins d'1% du total. Les tiges approuvées reçoivent des codes QR gravés au laser, qui tracent chaque détail de leur fabrication. Cela n'a pas toujours été aussi avancé. Encore en 1950, lorsque les premiers ponts modernes de Chine étaient reconstruits, l'acier était le seul matériau disponible. Ces structures ont commencé à rouiller au bout de 10 ans. L'humidité et le sel attaquaient sans relâche. L'effondrement du pont de Qijiang en 1999 a coûté la vie à 40 personnes lorsque les barres d'acier corrodées ont cédé. La percée est survenue lorsque des ingénieurs de Shanghai ont découvert en 2005 que la fibre de verre, utilisée dans les yachts, pouvait renforcer le béton mieux que l'acier. Les premiers ponts pilotes ont dépassé toutes les attentes.
après 15 ans, dans des environnements marins hostiles. Zéro corrosion. Les essais ont montré que, tandis que l'acier perd 40% de sa résistance en 30 ans, la fibre de verre conserve 95%. Aujourd'hui, plus de 3000 ponts chinois utilisent exclusivement des armatures en fibre de verre. La technologie, qui a débuté dans un laboratoire universitaire, protège désormais des millions de vies chaque jour. Les émissions de carbone sont réduites de 32% par rapport à la production d'acier traditionnel, l'équivalent de retirer 3 millions de voitures de la circulation chaque année. L'énergie nécessaire est inférieure de 60%, car il n'y a pas besoin de fours géants à 2000 degrés comme l'exige l'acier. L'industrie économise plus de 22 milliards de dollars par an en frais de maintenance. Les ponts avec armature en acier nécessitent des réparations tous les 15 ans, mais ceux en fibre de verre restent intacts pendant 300 ans. Les coûts initiaux de construction sont supérieurs de 25%, mais les économies à long terme sont astronomiques. Alors, voici le secret promis. La fibre de verre possède une résistance à la traction supérieure de 70% à celle de l'acier, tout en ne pesant qu'un quart de son poids. Cela signifie que vous pouvez construire plus haut, plus long, plus audacieux, sans le poids mort qui limite l'acier. La conductivité thermique est quasiment nulle, donc elle ne se dilate ni ne se contracte avec la température. Adieu les fissures saisonnières qui détruisent les trottoirs. Des fibres microscopiques fondues à 1600 degrés jusqu'aux barres finies qui supportent des tonnes de pression, le cycle est bouclé. Rien ne disparaît, tout se transforme en infrastructure qui défie le temps lui-même. Chaque année, le monde produit plus d'1 million de tonnes de magnésium métallique. Mais seuls quelques-uns savent que la majorité de ce métal naît en un seul endroit, dans la province chinoise du Shaanxi. Là, parmi les montagnes et la fumée, des fours chauffés à 800 degrés brûlent sans cesse. Ici naît le métal, qui est 4 fois plus léger que l'acier, mais suffisamment solide pour soutenir les ailes des avions Airbus et protéger les coques des navires contre la corrosion. Comment la Chine a transformé cet élément fragile en arme stratégique de l'industrie? Et que cachent vraiment ces usines enfumées qui fournissent du magnésium au monde? Restez jusqu'à la fin, la réponse va vous surprendre. Tout commence dans la province du Shaanxi, au nord de la Chine, une région qui est le cœur de l'industrie du magnésium du pays. Ici se trouvent de nombreuses usines équipées de grands fours d'électrolyse qui fument sans interruption, d'une fumée grise épaisse, étincelant d'éclats métalliques. Ces usines peuvent être considérées comme des monstres industriels modernes. Par les fenêtres et les portes émanent du métal brûlant. Le grondement des machines et le bruissement transforment le rythme urbain habituel en véritable fête de production. La magnézite est un carbonate de magnésium, largement répandu dans diverses régions du monde. Mais les plus grands gisements industriels se concentrent en Chine, en particulier dans la province du Shaanxi, qui produit plus de 60% de tout le magnésium chinois. Le processus technologique de production du magnésium commence par l'extraction de la magnézite, un sel naturel contenant le principal composant industriel, l'oxyde de magnésium. Après extraction, le minerai est broyé et refondu pour obtenir de la magnézite pure. À cette étape, il est important d'obtenir une magnézite avec un niveau de pureté d'au moins 85 ou 90%, ce qui est un indicateur acceptable pour le traitement électrolytique ultérieur. L'augmentation de la teneur en magnésium dans la matière première améliore la qualité du produit final et la productivité de toute la production. Ensuite vient l'étape la plus importante, l'électrolyse.
Ce processus consiste à décomposer l'oxyde de magnésium en magnésium métallique et en oxygène sous l'influence du courant électrique. C'est précisément ici, dans des cuves électrolytiques spéciales, que toute la puissance de l'électrotechnologie entre en jeu. À l'échelle industrielle, on applique l'électrolyse dans des cuves spéciales, où le magnésium est dissous dans du chlorure de potassium et de magnésium, fondu à une température d'environ 800 degrés Celsius. Dans la cuve électrolytique, le courant électrique passe entre l'anode et la cathode, provoquant la réduction et la libération du magnésium métallique à la cathode. Simultanément, l'oxygène se forme à l'anode. Le processus nécessite des volumes colossaux d'énergie électrique, 12 000 kWh par tonne de magnésium. C'est précisément à cause de cette intensité énergétique que la production de magnésium est coûteuse et nécessite un accès proche à des sources d'électricité bon marché. Le résultat de l'électrolyse, ce sont des gouttes chaudes de magnésium pur, qui sont rapidement coulées dans des lingots métalliques. Ils ont une couleur argentée brillante, et leur légèreté et leur solidité fascinent de nombreux ingénieurs et concepteurs. Le magnésium métallique, produit après extraction, est immédiatement coulé en lingots d'une masse de 5 à 25 kg, ce qui facilite son transport et son utilisation ultérieure. Ces lingots arrivent dans les usines d'alliage aéronautique, d'électronique et de construction automobile. La production de magnésium est un cycle continu qui nécessite de grandes ressources énergétiques. Cependant, la Chine est équipée de centrales électriques modernes qui fournissent le volume nécessaire d'électricité sans interruption. Grâce aux propriétés uniques du magnésium, sa légèreté par rapport à l'acier et sa solidité, ce métal devient indispensable dans de nombreux domaines. L'un des plus innovants est l'industrie aéronautique. Des alliages solides et légers à base de magnésium sont utilisés pour fabriquer les ailes et autres structures supportant de lourdes charges des avions Airbus. Ces matériaux permettent de réduire le poids de l'avion, ce qui impacte directement la réduction de la consommation de carburant et l'amélioration de la sécurité environnementale des vols. Selon les statistiques, la Chine extrait plus de 10 millions de tonnes de magnésites par an, dont environ 25% vont à la production propre de magnésium. Le reste, la majeure partie est utilisée dans d'autres secteurs industriels, notamment la production de réfractaires et de ciment. Les usines chinoises de magnésium sont de véritables géants industriels, qui non seulement produisent du métal, mais donnent aussi le ton à tout le marché mondial. Les autorités chinoises soutiennent activement le développement de ce secteur, investissant dans l'innovation, la modernisation écologique et l'expansion de la production. Grâce à cela, le magnésium non seulement maintient ses positions, mais atteint aussi un nouveau niveau, aidant le pays à influencer les tendances mondiales dans l'aviation, l'électronique et d'autres domaines clés. En regardant l'ampleur de la production de magnésium en Chine et en imaginant les usines du Shaanxi avec leurs fours fumants, il est difficile de ne pas admirer la puissance de l'industrie moderne. Des fours de 8 mètres sont constamment chauffés à haute température pour que l'électrolyse se poursuive sans arrêt et des rangées interminables de lingots de magnésium sont transportés plus loin, vers les usines aéronautiques, les fabriques d'électronique et la production d'ordinateurs portables. Le magnésium est l'un des métaux les plus répandus dans la croûte terrestre. Il occupe la 8e place en abondance parmi tous les éléments. Bien qu'il ne soit pas aussi dur que le fer ou l'aluminium, sa légèreté et ses propriétés uniques ont inspiré les ingénieurs à utiliser ce métal dans divers domaines, de la construction automobile aux technologies spatiales.
Il est intéressant de noter que le magnésium est 4 fois plus léger que l'acier, ce qui permet de créer des structures légères mais solides. C'est extrêmement important pour l'aviation, où chaque gramme de poids compte. Les alliages à base de magnésium sont souvent utilisés dans la production d'avions Airbus, Boeing et même d'engins spatiaux de la NASA. Avec l'utilisation du magnésium, les avions deviennent plus économiques et leur empreinte carbone diminue, ce qui correspond à la tendance du développement durable. Dans un ordinateur portable moderne, le magnésium joue également un rôle important. Les alliages métalliques assurent la solidité du boîtier avec un poids minimal, rendant les appareils plus légers et plus pratiques pour les utilisateurs. Un autre fait intéressant est que le magnésium est souvent utilisé sous forme d'anode sacrificielle pour protéger les structures en acier contre la corrosion. Grâce à sa nature électrochimique très active, le magnésium se corrode progressivement, protégeant la structure métallique de la rouille. C'est important pour les ponts, les pipelines et les navires qui subissent l'action destructrice de l'eau de mer. Actuellement, le magnésium est activement étudié en combinaison avec d'autres métaux légers, aluminium, titane, zirconium. Les alliages légers avec du magnésium peuvent résister à des températures élevées, ont une bonne résistance à la corrosion et une excellente résistance mécanique. En conséquence, ces matériaux sont utilisés dans des domaines de pointe, des voitures électriques et équipements sportifs, à la construction de drones ultra légers et à la robotique. Chaque heure, quelque part dans le monde, une pièce métallique de plus de 50 tonnes est usinée. Et une seule erreur microscopique peut provoquer une catastrophe à plusieurs millions d'euros. Imaginez un vilebrequin long comme un bus, qui doit résister à 1 milliard de cycles d'explosion. Ou un bloc-cylindre, où une erreur de l'épaisseur d'un cheveu signifie la mise au rebut d'un géant de plusieurs tonnes. Mais voici le secret. Comment les ingénieurs atteignent-ils une précision au micron quand ils usinent des pièces plus lourdes qu'un char d'assaut? Que se passe-t-il dans cette salle secrète de contrôle qualité, où l'ordinateur mesure des milliers de points et peut tout arrêter? Et surtout, restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer l'opération finale, celle où un seul petit défaut transforme des mois de travail en ferraille. C'est une production où chaque millimètre est une question de vie ou de mort pour le moteur. Prêt à plonger dans les coulisses. La première chose qui frappe dans cette usine, c'est l'échelle. Oubliez les moteurs automobiles classiques. Tenez par exemple ce bloc-cylindre. Son poids peut atteindre des dizaines de tonnes. Ce n'est pas une simple coulée, mais une œuvre complexe, multicouche, qui exige des aciers ou des fontes spéciales, capables de résister à des charges, des températures et des pressions incroyables. Et voici le vilebrequin. Sur les gros moteurs, il peut mesurer la longueur d'un petit bus et peser tout autant. Cet élément est sans doute le plus critique. Il doit encaisser la force explosive de la combustion et la transformer en mouvement rotatif. Ces ébauches arrivent souvent sous forme de puissantes pièces forgées, où chaque kilo de métal a déjà son histoire. Le processus démarre par le contrôle d'entrée. Les spécialistes vérifient la composition chimique, l'absence de défauts internes, grâce aux ultrasons, et aux installations radiographiques. Car le moindre défaut caché dans une pièce aussi massive peut provoquer une catastrophe en exploitation. C'est comme un bilan de santé pour un géant d'acier. Ce n'est qu'après cet examen minutieux que l'ébauche reçoit son autorisation d'entrer dans l'atelier d'usinage. Pour déplacer ces ébauches, il faut une sacrée puissance. L'atelier est donc équipé de ponts roulants capables de soulever des charges qui dépassent le poids de la plupart des machines-outils classiques. Installer la pièce sur le centre d'usinage, c'est une opération de précision qui demande coordination et expérience.
C'est la première étape de la transformation du métal en puissance. Maintenant, on passe au cœur de l'atelier, la zone d'usinage du bloc cylindre. C'est ici que règne l'usinage multi-axe. Devant vous, un centre d'usinage à portique. Il ressemble plus à une petite maison qu'à une machine-outil. Ces broches, équipées de plaquettes ultra dures, peuvent enlever jusqu'à plusieurs centaines de kilos de métal par heure. Première opération, l'ébauche. L'objectif, retirer les surépaisseurs, éliminer les défauts de surface de la coulée et donner à la pièce sa géométrie de base. Ici, la vitesse et l'agressivité de la coupe sont impressionnantes. Les flots de copeaux brûlants témoignent de l'énergie dépensée pour cette transformation. Mais la vraie magie commence après, à l'étape de la finition. Vous vous souvenez, on parlait de précision? Pour les moteurs diesel, la géométrie parfaite des cylindres est absolument critique. On y parvient grâce à l'alésage et au rodage. L'alésage, c'est la formation des alésages de cylindres, avec une précision au micron. La moindre erreur de géométrie entraîne une usure irrégulière, une perte de compression et la panne du moteur. Et le rodage, c'est la touche finale. Un outil spécial avec des pierres abrasives crée sur la surface intérieure du cylindre un micro-relief, ce qu'on appelle la trame. Cette trame est indispensable pour retenir l'huile et assurer une lubrification parfaite des segments de piston. C'est littéralement un polissage au niveau moléculaire, qui garantit une durée de vie du moteur de plusieurs décennies. Ces machines fonctionnent sous un contrôle thermique strict. La moindre variation de température peut provoquer une déformation thermique de la pièce de plusieurs tonnes, et donc une perte de précision. L'atelier maintient donc un microclimat constant, et l'usinage peut durer des jours. Devant nous, le prochain héros, le vilebrequin. Cet élément travaille dans les conditions les plus extrêmes. Il doit avoir non seulement une résistance colossale, mais aussi un équilibrage parfait. Sa fabrication est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Le début, c'est l'usinage préliminaire des portées. Sur des tours fraiseuses spécialisées à commande numérique, on forme les portées de bielle et les portées principales. Vu le poids et la longueur de l'arbre, on utilise ici des systèmes de soutien uniques qui empêchent sa flexion et ses vibrations pendant l'usinage. L'étape clé, la rectification. Les portées de l'arbre doivent avoir une rugosité minimale, car c'est là qu'il y a frottement avec les paliers. Plus la surface est lisse, moins il y a de frottement, et plus le moteur dure longtemps. Pour cela, on utilise des rectifieuses cylindriques avec des capteurs ultra sensibles. Et maintenant, le plus important, le traitement thermique et le durcissement de surface. Après la rectification, les portées de l'arbre subissent une trempe par induction ou une nitruration. Qu'est-ce que ça apporte? Ça crée sur la surface de la portée une couche ultra dure, résistante à l'usure, tout en conservant la ténacité et la résistance du cœur de l'arbre. C'est nécessaire pour que l'arbre puisse résister à des milliards de cycles de charge. C'est comme une armure pour la partie la plus importante du moteur. L'étape finale, l'équilibrage. Vu la masse colossale, même un petit déséquilibre peut détruire le moteur. Donc, chaque vilebrequin passe par un équilibrage dynamique. Si la machine détecte un écart, des masses spéciales ou des perçages sont ajoutés ou retirés dans les parties de volant, jusqu'à ce que l'arbre soit parfaitement équilibré. C'est comme accorder un violon, sauf qu'au lieu de musique, on obtient une harmonie de rotation et de puissance.
Comment atteindre une telle précision en travaillant avec de tels géants? La réponse se trouve dans l'outillage et le contrôle qualité. L'outil lui-même est un produit high-tech. Chaque outil de coupe, chaque fraise est équipée de plaquettes en carbure dur, voire en diamant synthétique. Ils doivent résister à des températures et des pressions de coupe colossales. Grâce à des revêtements spéciaux, la durée de vie de ces outils s'allonge et la qualité d'usinage reste constamment élevée. Dans une salle d'outillage spéciale, on surveille en permanence leur état. On les réaffûte et on les remplace. Mais le plus important, c'est le contrôle qualité. Après chaque opération clé, la pièce subit une mesure minutieuse. Ici, ce sont les machines à mesurer tridimensionnelles qui nous aident. Ces machines, équipées de palpeurs haute précision et de scanners laser, peuvent mesurer jusqu'à 1000 points sur la surface de la pièce avec une précision de quelques micromètres. Elles créent une carte tridimensionnelle de la pièce et la comparent au modèle informatique parfait. Si l'erreur dépasse la tolérance, le processus s'arrête et la pièce repart pour correction ou, dans le pire des cas, elle est mise au rebut. Aucune pièce ne sort de l'atelier tant que l'ordinateur n'a pas donné le feu vert sur sa précision parfaite. Et voilà, quand tous les composants, blocs, vilebrequin, culasse, bielle, ont passé le contrôle strict et atteint la précision parfaite, ils sont prêts pour l'étape finale, l'assemblage. C'est un autre atelier où règne une propreté stérile. L'assemblage d'un tel moteur est un processus tout aussi précis que l'usinage. Toutes les pièces sont soigneusement lavées. On élimine même les résidus microscopiques de copeaux et de saleté. Les spécialistes utilisent des clés dynamométriques pour serrer des milliers de boulons avec un couple précisément défini. Une erreur de serrage sur la culasse, par exemple, peut provoquer une rupture de joint et la panne du moteur. Chaque étape d'assemblage est enregistrée et contrôlée par des systèmes électroniques. Vous n'imaginez même pas ce qui se cache sous les déserts de sel d'Amérique du Sud. Là, au milieu des étendues arides et balayées par les vents, se trouve un matériau sans lequel notre monde moderne s'arrêterait net. Téléphones, voitures électriques, même les satellites, tout fonctionne grâce à lui. On l'appelle l'or blanc, et une véritable guerre se joue déjà pour lui entre les pays et les multinationales. Mais pourquoi ce métal blanc argenté est-il devenu si précieux qu'on l'extrait même des entrailles bouillonnantes de la Terre? Et surtout, que se passera-t-il quand il sera épuisé? Regardez jusqu'à la fin, et vous découvrirez le dangereux secret que cache le lithium. Imaginez le métal le plus léger de l'univers, d'un blanc argenté, extrêmement réactif et doté de la capacité unique de stocker une énorme quantité d'énergie. C'est le lithium, l'élément numéro 3 du tableau périodique, qui s'est révélé être un véritable trésor des temps modernes. Découvert il y a plus de 2 siècles, en 1817, il a d'abord trouvé des applications assez prosaïques, dans la production de verre, de céramique et même en médecine. Mais la véritable heure de gloire du lithium est arrivée à la fin du siècle dernier, lorsque le monde a été saisi par la fièvre des batteries lithium-ion. C'est alors que l'on a compris que l'on avait affaire à bien plus qu'un simple métal. On a commencé à appeler le lithium l'or blanc, non pas pour son éclat, mais pour son importance stratégique. De la même manière que l'or était le symbole de la richesse, le lithium est aujourd'hui un indicateur de progrès technologique et d'indépendance énergétique. Sa demande croît si rapidement que nous cherchons constamment de nouvelles sources
et améliorons les méthodes d'extraction. Alors, où se cache cet or blanc? Ces gisements sont disséminés sur la planète, mais les plus grandes réserves, vraiment gigantesques, sont concentrées dans quelques régions clés. Imaginez un immense triangle du lithium en Amérique du Sud, qui englobe des parties du Chili, de l'Argentine et de la Bolivie. Ce sont d'infinies étendues de déserts de sel, sous la surface desquels se cache une véritable richesse. De plus, des réserves importantes se trouvent en Australie, en Chine et aux États-Unis. Il existe deux méthodes principales pour extraire ce précieux métal. La première, actuellement la plus répandue et la plus économique, est l'extraction des lacs salés, ou comme on les appelle aussi, des saumures. Imaginez comment, dans des régions arides et sévères, comme le célèbre Salar d'Atacama au Chili, ou le majestueux Salar d'Uyuni en Bolivie, d'énormes pompes extraient les saumures souterraines, saturées de lithium. Ce liquide est ensuite pompé dans de gigantesques bassins d'évaporation, semblables à des miroirs d'un bleu ou d'un vert éclatant. Sous un soleil de plomb et les rafales de vent, l'eau s'évapore progressivement, concentrant le lithium avec d'autres minéraux. Ce processus naturel, mais lent, peut durer de plusieurs mois à 2 ans. Mais son principal avantage réside dans les coûts d'extraction relativement bas. Cependant, il y a aussi des défis. Le processus nécessite d'énormes quantités d'eau, une ressource rare dans ces régions désertiques, et il dépend aussi des caprices de la météo. L'autre méthode importante est l'extraction des roches dures, notamment des minéraux comme le spodumène. C'est une véritable exploitation minière, qui rappelle la recherche de minéraux traditionnels. En Australie, par exemple, il existe de gigantesques carrières à ciel ouvert où l'on extrait des roches contenant du lithium. Une fois ces roches extraites, elles sont concassées, puis, par des procédés spéciaux comme la flottation, on sépare les minéraux de lithium. Ensuite, les minéraux subissent un traitement thermique. On les grille à haute température, puis on procède à un traitement chimique pour obtenir le lithium pur sous forme de sel, par exemple du carbonate ou de l'hydroxyde de lithium. Cette méthode permet d'obtenir du lithium plus rapidement et ne dépend pas de la météo, mais elle est beaucoup plus coûteuse et a un impact environnemental plus important, car elle implique la destruction du paysage et la production d'une grande quantité de déchets. Mais l'humanité ne reste pas les bras croisés. Les scientifiques et les ingénieurs explorent de nouvelles sources de lithium, plus respectueuses de l'environnement. Par exemple, certaines eaux géothermales contiennent également des concentrations importantes de ce métal, et des technologies d'extraction directe du lithium de ces sources thermales sont déjà en cours de développement. Cela pourrait être une véritable révolution, offrant une méthode d'extraction plus propre et plus efficace. De grandes réserves de lithium ont également été découvertes dans des gisements d'argile, ce qui ouvre de nouvelles perspectives. Et bien sûr, l'avenir appartient au recyclage. Le recyclage des batteries lithium-ion usagées devient de plus en plus important. Cela réduit non seulement le besoin d'extraction primaire, mais contribue également à créer une boucle fermée, ce qui est essentiel pour le développement durable, car le lithium, comme toute ressource, n'est pas infini. Une fois que le lithium est extrait sous forme de matière première, une véritable alchimie commence. Il subit un processus de transformation complexe et en plusieurs étapes pour devenir apte à la production de batteries de haute technologie. D'abord, à partir de la matière première extraite, on obtient les principaux produits industriels, le carbonate de lithium ou l'hydroxyde de lithium. Le carbonate de lithium est le plus souvent obtenu à partir des saumures. C'est un composé relativement simple et peu coûteux,
largement utilisé dans les batteries de nos smartphones et de certains types de voitures électriques. L'hydroxyde de lithium, produit à la fois à partir de saumure et de roches dures, devient de plus en plus populaire. Il permet de créer des cathodes plus riches en énergie, les électrodes positives des batteries, ce qui signifie que les voitures électriques pourront parcourir de plus grandes distances avec une seule charge. C'est le lithium qui est le composant clé de la cathode, la partie la plus importante de la batterie lithium-ion. Il existe plusieurs recettes pour créer les matériaux de cathode, chacune ayant ses propres avantages. Par exemple, l'oxyde de lithium-cobalt est utilisé pour l'électronique portable. Pour les voitures électriques, on utilise le plus souvent de l'oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt qui offre un excellent équilibre entre énergie, puissance et sécurité. Pour les véhicules commerciaux et certains modèles de voitures électriques, on choisit parfois du phosphate de fer lithié, qui, bien qu'ayant une densité d'énergie plus faible, se distingue par sa grande sécurité et sa longue durée de vie. Une fois que tous les composants, la cathode, l'anode, le séparateur qui les isole et l'électrolyte sont prêts, ils sont assemblés en éléments de batterie individuels, appelés cellules. Ce processus se déroule dans des conditions d'une propreté extrême et exige une précision incroyable. Ensuite, ces cellules sont connectées ensemble pour former des modules, puis plusieurs modules sont regroupés pour former un grand pack de batteries. C'est ce pack qui devient le cœur de la voiture électrique. Chaque pack est équipé d'un système de gestion électronique complexe qui surveille en permanence la charge, la décharge, la température et l'état général de chaque cellule individuelle, garantissant ainsi la sécurité et l'efficacité. Bien que les voitures électriques jouent un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique, en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est important de comprendre que l'extraction du lithium a aussi ses propres défis environnementaux. L'une des questions les plus critiques est l'utilisation de l'eau. Cela concerne particulièrement l'extraction des saumures dans les régions arides, où l'eau est une ressource extrêmement rare. Certaines méthodes peuvent nécessiter jusqu'à 2 millions de litres d'eau pour produire une seule tonne de lithium. Il existe également un risque de contamination des sols et des sources d'eau par les réactifs chimiques utilisés dans le processus de traitement, si les normes environnementales les plus strictes ne sont pas respectées. Et bien sûr, l'exploitation minière, en particulier les carrières à ciel ouvert, peut entraîner la destruction des paysages naturels et des habitats de la faune sauvage.